Salut à tous et bienvenue sur Ous Raconte, votre chaîne dédiée aux histoires vraies les plus incroyables du monde arabe. Aujourd'hui, on met le cap sur le Maroc pour une affaire qui nous prouve que l'argent et la jalousie forment le cocktail le plus mortel qui soit. C'est l'histoire d'un homme richissime, mais d'une avarice maladif et d'un complot diabolique né d'un simple coup de téléphone. Comment un mensonge toxique a-t-il pu décimer toute une famille? Installez-vous confortablement, n'oubliez pas votre café, tisane ou simplement votre bouteille d'eau et écoutez bien chaque détail de ce récit incroyable. C'est parti. Notre histoire commence avec un homme d'environ 70 ans qu'on va appeler Taïeb. Ironiquement, Taïeb en arabe signifie le bon. Mais cet homme n'avait absolument rien de beau, ni de généreux. C'était un homme dur et surtout d'une avarice inimaginable. Il avait 2 épouses et 6 enfants. Bien qu'il ait hérité d'une immense fortune de ses ancêtres, avec des terres, des propriétés et un compte en banque bien rempli, sa famille vivait littéralement sous le seuil de pauvreté. À voir ses enfants, on aurait juré qu'ils étaient des mendiants. Taïeb avait une règle de vie stricte. Il ne sortait son argent que pour le strict minimum vital, c'est-à-dire la nourriture et l'eau. Tout le reste était superflu. Ses enfants ont grandi dans la misère. Dès qu'ils ont eu l'âge, ils ont fui cette maison. Chacun a cherché un travail, s'est débrouillé pour finir ses études, ou s'est marié avec les moyens du bord pour vivre loin de lui. Les 2 épouses de Taïeb, fatiguées de cette vie de privation, qui raccourcit carrément leur espérance de vie, ont fini par faire de même. Dès que leurs enfants ont eu leur propre foyer, elles ont quitté Taïeb pour aller vivre avec eux. Taïeb se retrouve donc complètement seul dans sa grande villa. Mais croyez-le ou non, ça lui convenait parfaitement. Il gardait son argent pour lui. Bien sûr, ses enfants venaient de temps en temps essayer de le raisonner. Papa, s'il te plaît, tu es vieux, tu as toute cette fortune. Aide-nous un peu de ton vivant. Mais sa réponse était toujours la même. Quand je serai mort, prenez cet argent et jetez-le à la mer si vous voulez. Mais tant que je respire, vous n'aurez pas un centime. Les disputes éclataient sans cesse. Taïeb passait son temps au poste de police pour porter plainte contre ses propres enfants. Celui-là m'a menacé, celui-là m'a crié dessus. Ils veulent me forcer à leur donner mon argent. À la fin, épuisés, les enfants ont complètement coupé les ponts. Plus personne n'osait l'approcher. Il n'y avait qu'une seule personne au monde qui avait pitié de Taïeb, son ami d'enfance et voisin El Issaoui. Malgré la dureté et la radinerie de Taïeb, El Issaoui voyait en lui un vieil homme pitoyable qui amassait des millions pour finalement mourir seul et malheureux. C'est donc El Issaoui qui lui apportait à manger, qui s'occupait de lui et qui veillait sur lui. Taïeb, tellement paranoïaque que quelqu'un lui vole son argent, ne faisait confiance qu'à cet ami. Pour l'aider au quotidien, El Issaoui envoyait souvent sa fille unique, Rahma, une jeune femme de 20 ou 21 ans. Rahma s'occupait de la maison, nettoyait les vêtements de Taïeb, lui préparait ses repas. Et Taïeb adorait Rahma. Il l'avait vue grandir, il la considérait comme sa propre fille. Elle et son père étaient les 2 seuls êtres humains qui trouvaient grâce à ses yeux. Les années passent et un jour le drame frappe et l'Aïssaoui décède. Taïeb est anéanti. Il perd son ami, son seul soutien. Face à cette perte, il décide de prendre Rahma sous son aile. Et là, pour la première fois de sa vie, l'avare maladif ouvre son portefeuille. Il se met à aider financièrement Rahma, à dépenser pour elle, lui disant « Ton père n'est plus là, mais je suis là. Considère-moi comme ton père. » Rahma, de son côté, n'a jamais cessé de s'occuper de lui avec autant de bienveillance qu'avant. Quelque temps plus tard, un jeune homme nommé Omar fait son apparition. C'est un gars solide, avec une carrure de déménageur dont la fleur de l'âge. Il tombe sous le charme de Rahma, la demande en mariage et il se marie. Taïeb est fou de joie, comme un père qui marie sa fille. Mais Taïeb est aussi un homme pragmatique. Il se dit « Maintenant que Rahma est mariée, elle va s'éloigner. Elle ne pourra plus venir s'occuper de moi. » Il sait aussi que Omar a des revenus très modestes. Alors, Taïeb leur fait une proposition en or. « Rahma, tu es ma fille. Omar, tu es désormais comme mon fils. Venez vivre tous les deux avec moi dans ma villa. Je vous loge gratuitement et je prends en charge toute votre nourriture et vos dépenses. Moi, je suis vieux et seul. J'ai besoin de compagnie et de protection. Et vous, ça vous évitera de payer un loyer. » Le jeune couple accepte immédiatement. Bien sûr, c'est une aubaine. Quand les enfants de Taïeb apprennent ça, ils deviennent fous de rage. Ils nous jettent, nous et nos mères, dans la misère pour ne rien dépenser et maintenant ils logent la fille de son pote et son mari. Et il les entretient. Les enfants de Taïeb tentent des descentes à la villa pour faire un scandale, mais à chaque fois, ils se heurtent à un mur, à Omar.
Avec sa force et sa carrure impressionnantes, Omar se dresse comme le garde du corps personnel du vieil homme et repousse les enfants. Taïeb est ravi. Il gâte de plus en plus le jeune couple. Rahma, elle, le chouchoute avec un amour sincère, comme une fille pour son père. Omar, de son côté, profite de la belle vie. Loyer gratuit, argent de poche, tout est parfait. Les mois passent, puis une année. Et Taïeb est toujours là, en pleine forme. Ses enfants attendent sa mort avec impatience pour toucher l'héritage. Mais le vieillard a une santé de fer. Il commence à paniquer. Rahma et Omar vont finir par lui tourner la tête et lui faire signer des papiers pour s'emparer de la fortune. C'est là que la grande vipère entre en jeu. La grande vipère, c'est la deuxième épouse de Taïeb. Voyant que la situation lui échappe, elle réunit tous les enfants, les siens et ceux de la première femme, et leur dit « Laissez-moi faire, je vais régler ce problème en un claquement de doigts. » Elle prend un téléphone avec un numéro masqué et appelle Omar. « Allô, Omar? Je suis une femme qui te veut du bien. J'ai des informations pour toi. L'eau coule sous tes pieds et tu ne remarques rien. » Omar surpris. « De quoi vous parlez ?» La vipère distille son poison. « Tu crois vraiment que Taïeb, l'homme le plus radin de la ville qui a chassé ses propres enfants, t'entretient gratuitement pour tes beaux yeux? Tu n'as pas de dignité. Tu ne vois pas le manège. » Rahma et Taïeb ont une relation amoureuse depuis des années, depuis qu'elle est toute jeune. C'est elle qui a eu l'idée de vous installer chez lui pour continuer à les fréquenter et sauterner. Puis elle raccroche. Ce poison fait un effet dévastateur. Vous savez comment est le doute. Ça commence comme une petite graine et ça finit par devenir une montagne qui vous écrase le cerveau. Omar commence à analyser la situation. C'est vrai qu'il est radin. Pourquoi on est là? Pourquoi Rahma est-elle toujours aux petits soins avec lui? Il se met à les épier jour et nuit. Le moindre sourire de Rahma à Taïeb devient une preuve. La moindre attention devient une trahison. Évidemment, il n'y avait absolument rien de tout ça. Taïeb voyait Rahma comme sa fille, et elle le voyait comme son grand-père. Mais dans la tête d'Omar, la jalousie meurtrière s'installe. Il décide de tuer Taïeb. Mais Omar n'est pas un idiot. Il veut le tuer sans se faire attraper. Il sait que Taïeb a d'énormes problèmes avec ses enfants et qu'il a déposé des dizaines de plaintes contre eux. L'idée est simple. Assassiner le vieillard en maquillant ça en cambriolage. Et les soupçons se porteront naturellement sur les enfants. Pour ce faire, un alibi en béton, Omar annonce à tout le monde, Rahma, Taïeb et ses amis, qu'il part 2 jours dans sa ville natale à Tétouan. Il achète son ticket pour un bus de la compagnie de transport interurbain, dit au revoir à sa femme et monte dans le car. Le bus prend la route. Après quelques heures, il fait une pause sur une aire de repos pour que les passagers puissent manger et aller aux toilettes. Et c'est là que Omar met son plan à exécution. Il se faufile, quitte la station en douce et prend un taxi pour retourner en cachette à la villa de Taïeb. Il arrive en pleine nuit. Il a ses propres clés, il ouvre doucement la porte, s'assure que sa femme Rahma dort profondément dans leur chambre et se glisse dans celle de Taïeb. Le vieillard dort à point fermé. Omar sort un couteau, lui plaque la main sur la bouche et l'égorge de sang-froid. Il retourne ensuite toute la chambre, fouille les tiroirs, vole un peu d'argent pour simuler un cambriolage crapuleux et repart aussi silencieusement qu'il est venu. Il s'entre dans un autre taxi clandestin, roule toute la nuit et rejoint Tétouan au petit matin pour valider son alibi. Le lendemain à la villa, c'est l'horreur. Rahma se réveille, s'étonne de ne pas voir Taïeb, entre dans sa chambre et découvre son corps sans vie, baignant dans le sang. Elle hurle, alerte les voisins et appelle la police. Les enquêteurs arrivent, relèvent les empreintes et interrogent Rahma. « Où est votre mari ?»« Il est parti hier à Tétouan voir sa famille. »« Avez-vous des soupçons ?» Rahma en pleurs explique que les enfants de Taïeb le menaçaient constamment. La police arrête immédiatement les 6 enfants. Interrogés un par un, c'est la douche froide pour les policiers. Les 6 enfants ont des alibis solides et prouvés pour la nuit du meurtre. Mais les flics ne lâchent pas le morceau et les gardent en cellule de détention, persuadés que l'un d'eux ment ou a engagé un tueur. 2 jours plus tard, Omar revient de Tétouan. Il joue parfaitement son rôle, se montre choqué et soutient Rahma. Convoqué par la police, il fournit son billet de bus aller-retour. Il ne tremble pas. Il confirme même aux policiers « Oui, les enfants de Taïeb sont dangereux. Je devais souvent le défendre contre eux. » Avec son billet de bus et sa présence à Tétouan, la police l'écarte totalement de la liste des suspects. Les seuls coupables idéaux restent les enfants. Pendant ce temps, Rahma est dévastée. Elle pleure Taïeb toutes les larmes de son corps.
Le choc est tel qu'elle fait des malaises à répétition et finit même à l'hôpital. La grande vipère, la deuxième épouse, voit que ses propres enfants sont derrière les barreaux, accusés de meurtre. Pour les sauver, elle décide d'agir à nouveau. Elle passe un second coup de fil anonyme, cette fois-ci à Rahma, fraîchement sortie de l'hôpital. Allô, Rahma, c'est moi qui avais appelé ton mari. C'est moi qui lui ai fait croire que toi et le vieux Taïeb, vous aviez une liaison. Si Taïeb est mort, cherche pas plus loin. C'est ton mari qui l'a tué par jalousie. Le monde de Rahma s'effondre. Le soir même, elle confronte Omar. Omar, j'ai reçu un appel. Quelqu'un m'a dit que tu soupçonnais que Taïeb et moi avions une relation. Omar blêmit. Quoi? De quoi tu parles? T'es folle? Rahma insiste. Omar comprend immédiatement le danger. Rahma a découvert son mobile. Si elle commence à creuser, il est fini. Il décide quoi? Il décide d'éliminer le seul témoin gênant. La nuit suivante, alors que Rahma dort, il l'étrangle jusqu'à ce que mort s'ensuive. Maintenant, il faut faire disparaître le corps. Omar creuse un grand trou dans la cour de la maison et y jette le corps de sa femme. Il ne s'arrête pas là. Pour masquer l'odeur de la décomposition, il a une idée machiavélique. Par-dessus la tombe, il maçonne un énorme bac à fleurs en béton de forme circulaire. À l'intérieur de ce bac, il coule une épaisse couche de goudron. Utilisé pour l'étanchéité et connu pour son odeur chimique très forte et son pouvoir isolant. Puis, il remplit de terre, plante de belles fleurs et salit volontairement le béton pour lui donner un aspect vieux et usé. Pendant ce temps, la police n'arrive pas à prouver la culpabilité des enfants de Taïeb. Les preuves manquent, leur alibi tiennent. Les enquêteurs décident de reprendre tout depuis le début et de réinterroger les proches. Ils convoquent Rahma. Omar se présente seul. « Où est votre femme ?» demandent les flics. Omar, l'air détaché, répond « On s'est disputé violemment il y a quelques jours. Elle a pris ses affaires et elle est partie chez de la famille dans une autre ville. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle revient. » Ce départ soudain éveille les soupçons des enquêteurs. Ils décident de creuser l'alibi d'Omar pour la nuit du meurtre de Taïeb. Ils contactent la police de Tétouan, qui convoque la famille d'Omar. « À quelle heure Omar est-il arrivé chez vous l'autre jour ?» La famille répond « Il est arrivé au petit matin, quand on se réveillait pour aller au travail. » Les flics tiquent. Sur le papier, le bus de nuit que devait prendre Omar arrive à Tétouan vers 23h, bien avant l'aube. Il y a un trou de plusieurs heures dans son alibi. La police convoque le chauffeur du fameux bus. « Vous souvenez-vous du voyage de cette nuit-là? Quelque chose de spécial ?» Le chauffeur répond « Non, un trajet normal. Sauf qu'à la pause, sur l'aire de repos, on a fait le comptage. S'il y a 10 passagers qui montent, il doit y avoir 10 qui descendent. Eh bien, ce soir-là, un passager a disparu pendant la pause. On est parti avec une personne en moins. » L'étau se resserre. La police perquisitionne la villa de Taïeb et la fuite de fond en comble. Ils cherchent le moindre indice. Dans la cour, un des policiers remarque l'énorme bac à fleurs. Quelque chose cloche. L'emplacement est étrange et surtout, pourquoi y a-t-il une couche de goudron au fond d'un simple pot de fleurs? Il casse le béton, creuse la terre, une odeur insoutenable se dégage. Sous le goudron, il découvre le cadavre de Rahma. Omar est immédiatement arrêté. Confronté aux preuves, il passe aux aveux complets. Il raconte le coup de fil empoisonné qui l'a rendu fou de jalousie, son évasion du bus, le meurtre de Taïeb, maquillé en cambriolage. Puis il avoue avoir étranglé Rahma parce qu'elle avait percé son secret à jour et qu'elle menaçait de le dénoncer. La police épluche ensuite les relevés téléphoniques de Rahma et Omar. Il remonte la piste des appels masqués et atterrisse chez la grande vipère, la deuxième épouse de Taïeb. Arrêtée, elle s'évendre et avoue tout. Elle pensait juste que Omar allait frapper Taïeb ou quitter la maison avec Rahma pour libérer l'héritage. Jamais elle n'aurait imaginé que son mensonge provoquerait un double meurtre. Sa jalousie et sa cupidité ont coûté la vie à 2 personnes. Elle a été condamnée à plusieurs mois de prison ferme pour dénonciation calomnieuse et incitation au meurtre. Quant à Omar, pour ce double assassinat prémédité et d'une cruauté absolue, il a été condamné à la peine de mort. C'est la fin de notre histoire. Dites-moi en commentaire quelle est la morale que vous tirez de cette histoire incroyable. Est-ce que c'est la faute de la deuxième épouse avec son appel diabolique ou est-ce que c'est juste la jalousie meurtrière d'Omar? Ou peut-être c'est la faute de Taïeb avec son avarice. Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire, je vais tous vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ous Raconte et de liker la vidéo pour me donner de la force. Ça compte énormément pour moi. Sur ce, je vous laisse, restez prudents et on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire vraie. Tchuss!